Bonjour et bienvenue dans l'Almanach des Fées Célestes. Je suis ravi de vous retrouver maintenant pour les commentaires astrologiques. Je suis toujours avec Didier Massoul. Nous allons commenter pour la période du 16 au 24 février 2024, la deuxième phase donc de la deuxième lune d'hiver nord-été-sud, donc du premier quartier le 16 février à la pleine lune le 24, donc de vendredi 16 février à samedi 24 février. Alors, entre-temps, le soleil entre dans le signe des poissons le 19 et nous allons parler, bien sûr, un petit peu d'abord du signe des poissons. Et puis, nous reparlerons de... il y a beaucoup de conjonctions là en ce moment, hein, vous allez voir. Il y a Vénus, Mars et Pluton. Et puis en hélio, bon, il y en a aussi. Et puis après, on va avoir Mercure, Saturne, donc avec le Soleil, conjonction. Donc on verra ni Mercure ni Saturne. Par contre, elles sont alignées avec le Soleil. Elles sont justement dans la même direction. Donc ça, c'est pas mal. Et puis ça continue en cascade début mars. Il y avait eu très peu de conjonctions planétaires sur les lentes, par les rapides sur les lentes depuis un an presque, et là, ça se bouscule, cette fin février, début mars. Donc, ça risque, je pense que ça va entraîner aussi beaucoup de cascades d'événements. Je vais peut-être vous faire un petit récapitulatif rapide. On va aller jusqu'à début mars. Pour commencer, nous avons donc eu en géocentrique, hein, Vénus. Alors, on a déjà eu Mars-Pluton le 13 février. Mars est conjointe à Pluton. Le 17, c'est Vénus qui est conjointe à Pluton, et le 22, Vénus est conjointe à Mars. Ensuite, je passe. Nous avons donc le 28, le Soleil conjoint à Saturne, donc nouvelle Saturne, Mercure conjoint à Saturne et Mercure en conjonction supérieure. Terre, Soleil, Mercure, Saturne, alignés donc. Donc le petit T, il y a une grande dégringolade. Ça va être le début, ça va marquer le début d'une grande dégringolade. On va avoir Mercure conjoint à Neptune le 8 mars. Mercure entre en bélier le 10 mars. Le 11 mars, en héliocentrique, Mars est conjointe à Pluton. Et Mars entre dans le signe du Verseau dans la foulée. Le 12 mars, Vénus est conjointe à Pluton en héliocentrique et donc entre dans le signe du Verseau dans la foulée. Et Vénus est conjointe à Mars en héliocentrique. Vous voyez, ça se répète ce qui vient se passer en géocentrique, là, qui est en train de se passer maintenant en février, va se reproduire en mars. Le 13 mars, Mercure est conjointe à Jupiter en héliocentrique et passe à son nœud ascendant. Et le 14 mars, Mercure est conjointe à Uranus en héliocentrique. J'allais vous dire que ça va swinguer un petit peu, j'ai l'impression. Bon. Alors, on va d'abord parler du signe des poissons, mais tout d'abord, merci de mettre un j'aime si vous aimez. Merci de vous abonner si ce n'est déjà fait, de nous laisser un commentaire, car c'est très enrichissant, ça fait beaucoup avancer la public, la communication. Et si vous pouvez, un petit tip ou don pour nous soutenir et me permettre d'aller plus loin, toujours plus loin, pas à pas, jour après jour, nuit après nuit, dans le suivi et la connexion avec les événements célestes. Merci beaucoup. Donc, le signe des poissons. Alors, allons-y, j'affiche mon petit zodiaque. Je partage l'écran et j'affiche le petit zodiaque en couleur. Le zodiaque conditionnaliste, donc basé sur les rapports jour, éclairage extinction des pôles nord et sud, et donc des hémisphères par conséquent. Il y a un absolu sur les pôles, et après, il y a une, autant de variations que de latitude, de variations des durées jour-nuit. Sachant qu'au pôle, c'est 6 mois de jour, 6 mois de nuit. Donc, le signe des poissons, c'est le douzième du cycle, donc le 12e signe, la fin du cycle complet. Et
Donc, le soleil éclaire encore davantage l'hémisphère sud que l'hémisphère nord, mais de moins en moins, et presque autant, en fait, hein, puisqu'on se rapproche de l'équinoxe. C'est le dernier signe avant l'équinoxe, la dernière tranche de révolution avant l'équinoxe. On pourrait même dire la dernière heure dans l'année de la Terre autour du Soleil, donc la dernière heure de ce cadran. Et donc, bah, au nord, les jours augmentent, on s'en rend compte, et de plus en plus, et le 21 mars ou le 20 mars, on arrive à l'équinoxe où les jours et nuits la durée du jour et de la nuit est égale partout sur la planète, puis ensuite ça continue à augmenter dans l'hémisphère nord, donc il y a plus de jours que de nuits dans l'hémisphère nord. Donc au signe des poissons, on a encore en dominante la force d'inhibition, là, par le front noir sans rayon, euh, force d'inhibition extinctive de l'hiver nord, hein, de la carte lenteur d'inhibition, Capricorne, Verseau, Poisson. Donc force d'inhibition extinctive, fonction étant d'éteindre les signaux, de finir, de nettoyer en fait ce que font les poissons, hein. Si c'est un cycle de lessive, c'est vraiment l'essorage, on finit de tout enlever. C'est ouais, un peu comme ça, la maison 12 aussi d'ailleurs. Évidemment, 12, voilà, on est dans le champ du zodiaque, mais c'est la 12e heure du champ du zodiaque, la 12e part. Euh, les gens qui ont tout compris, comme Idriss Aberkan et Gunther Pauli, envisagent des cycles de régénération, de transformation des déchets en 12 phases. En 12 phases, ils réussissent à transformer un déchet en produit excellent. Et c'est parce qu'ils respectent 12 phases. Je vous invite à rechercher un peu là-dessus parce que franchement, c'est intéressant. Alors que euh, ces concepts de transformation des déchets, en général, on va au mieux à quatre étapes, quoi. Quatre étapes, ça suffit pas, il y en a 12. Et la 12e, donc, elle correspond au signe des poissons. Donc, on finit de se laver, quoi, en fait, et on se prépare parce que ça brille, ça grouille. Les poissons, c'est vivant, quoi. Mais ça grouille en dessous encore de ce qui peut se manifester. Ça va montrer sa tête au bélier. Donc, on est dans l'indifférenciation. C'est un signe multiple, hein. On dit les poissons et comme on dit les gémeaux. Je trouve qu'il y a une incompréhension déjà profonde de ces signes. Si on dit le poisson et le gémeau, c'est qu'on n'a rien compris à ce que sont les poissons et les gémeaux. On est dans la multiplicité. Il n'y a pas l'individualité ne va se manifester au bélier. Justement, euh, elle est en deçà de ce qui se montre. Et donc, ça grouille d'inventivité, ça grouille de, de génie, en fait, de, le langage des oiseaux. On va le trouver dans ce signe ou dans l'axe poisson-vierge. Et la Vierge va être beaucoup plus matérialiste et le poisson beaucoup plus spirituel. Matériel, voilà, la Vierge va organiser l'espace, tandis que le poisson ben, organise la structure. Donc il entend des tas de choses, effectivement, de l'au-delà, avec beaucoup d'intuition et des choses qui, justement, ont de la peine ne sont pas forcément communément admises encore, ne sont pas encore reconnues, euh, n'ont pas la tête au soleil, comme le bélier. Du moins, ça, c'est nos analogies de l'hémisphère nord. Il faut encore aller plus loin. Ceci dit, ça va être très intéressant. Alors, je redis que je fais le, un webinaire sur le thème d'Elon Musk le 17 février, donc samedi 17 février, très très vite, très bientôt. Bon, il sera en ligne après, vous pourrez toujours le suivre hein, si vous l'avez loupé, qui est justement né en Afrique du Sud, donc dans l'hémisphère sud. En plus, on va avoir l'intérêt d'étudier un thème de l'hémisphère sud. Donc, je vous encourage donc vivement à venir. Voilà pour le signe des poissons. Que dire encore? Bah oui, ce sens des contraires, donc il est défini par force d'inhibition extinctive majeure et petite force d'excitation naturelle, car on a le printemps qui est sous-jacent là et qui augmente. Enfin, voilà, on va monter, le nord croît, augmente donc de plus en plus.
Et donc, c'est au Poisson, c'est encore en forme mineure, sauf peut-être justement dans l'hémisphère sud. Et donc, c'est la vitesse d'excitation naturelle. Vous remarquerez que les signes donc de Capricorne à Gémeaux, soit la carte de l'hiver et celle du printemps, euh, sont dématérialisés un petit peu, hein. C'est structure énergie. On est beaucoup plus dans la structure énergie, tandis que l'été et l'automne sont dans l'espace-temps. L'été définit l'espace et l'automne le temps. Donc, évidemment, c'est plus intuitif, plus spirituel, plus spontané, plus naturel. Voilà. On est plus dans l'abstraction à l'hiver et dans la pulsion vitale, évidemment, au printemps. Donc, à force d'inhibition extinctive majeure avec petite vitesse, petite force d'excitation naturelle. Ensuite, au niveau de la dynamique, on parle de lenteur d'inhibition à l'hiver. C'est comme si vous êtes bloqué sur le frein. Là, pour l'instant, il n'y a rien qui semble bouger. En fait, tout se passe à l'intérieur. Et puis, donc, son corollaire, c'est la petite vitesse d'excitation quand même qui va surgir, qui va être dominante au printemps et qui fait que ça grouille justement aux poissons et puis qu'il y en a beaucoup et il y a beaucoup de confrontations, d'échanges, mais voilà, mélanger. Pourquoi les poissons, c'est dans les deux sens. Et puis le sens des contraires, donc, qui peut se pathologiser en phase égalitaire où on confond. Voilà. Où on confond le blanc et le noir, le jour et la nuit, on prend l'un pour l'autre. On confond les qualités. Voilà pour une description sommaire euh, et conditionnaliste du signe des poissons. Alors maintenant, bah, on va regarder nos thèmes comme chaque fois. Mais bon, chaque fois que le soleil change de signe, je fais un petit topo sur le signe. Et donc, allons-y. On va regarder le thème du premier quartier, à moins que Didier ait peut-être encore des choses à nous dire. C'est bon. Donc, le 16 pour le premier quartier de lune, qui a eu lieu le 11 février. Nous sommes dans la nouvelle année chinoise du dragon de bois, Yang, puisque c'est la première année de bois. L'année prochaine sera de bois yin. Donc, pour nous, en France, nous avons l'axe des nœuds lunaires sur le méridien avec en bélier, alors je grossis, avec le nœud ascendant de l'orbite lunaire au milieu du ciel, qui ne fait, bon, il n'y a pas de reliance. La planète la plus haute dans ce thème, c'est Jupiter, Uranus et la Lune, donc ici, qui sont en 10, 11. La Lune est très haute, effectivement, encore. Donc on part de une Lune très petit air, très boostée en taureau. On part avec une Lune en taureau qui vient de passer sur Jupiter et Uranus, donc qui a pris de l'énergie, de la super énergie, qui est plutôt gonflée, quoi. Euh, ça semble. Ça envoie de la dynamique, l'ascendant est en Lion également. Donc cet axe des nœuds lunaires en bélier balance. Et puis, bah oui, au descendant, nous avons ce qui est le plus angulaire là-dedans, c'est notre triple conjonction Vénus-Mars-Pluton. Justement, alors qu'est-ce que c'est que Vénus, Mars, Pluton? On va regarder un petit peu avec le RET, ça mérite d'être creusé. On regarde la fin, le reste du thème quand même. Donc en plein contact, tout est pratiquement en plein contact. Vénus et Mars sont juste sous le descendant. Mars est juste en train de se coucher, voyons concrètement. Ouais, tout le monde vient juste de se coucher. Mars est à 0 degré. Mars se couche, hein, 0 degré de hauteur sur l'horizon. Vénus vient juste de se coucher et Pluton aussi. Voilà le thème, ça c'est pour chez moi. Donc il y a des petites variations selon la latitude. Si moi je suis sur la même longitude que Paris, donc pour l'axe méridien, il n'y a pas de changement. En revanche, effectivement, il peut y en avoir sur l'axe ascendant, descendant, et comme l'ascendant est chez moi dans le deuxième degré du signe du lion, il peut même se trouver fin cancer dans d'autres lieux de France. Ça s'appelle Cancer Capricorne, Lion Verseau. Bon, de toute façon, nous sommes vraiment, s'il faut analyser, c'est cette charnière Capricorne Verseau
sur laquelle Pluton se balade là depuis déjà l'année dernière jusqu'à l'année prochaine. Et donc, et on va sentir, alors là, on devrait la sentir passer, parce qu'avec Vénus et Mars, qui elles, justement, passent d'un signe à l'autre et qui sont conjointes, c'est un renversement des valeurs. Alors, on assiste à un renversement des valeurs humaines, on voit mais aussi on voit les choses autrement. Peut-être on entend un autre son de cloche. On veut bien enfin entendre ce qu'on ne voulait surtout jamais fréquenter, jamais voir, n'a jamais. euh, voilà, c'est là. Ça me fait trop penser à Tucker Carlson qui allait interviewer Poutine. Ça a vraiment été le trou. D'ailleurs, on peut le suivre avec les thèmes des 2 semaines précédentes là et voir. C'est parti d'un Mercure en Capricorne en héliocentrique. On va regarder en arrière, mais bon. Voilà, donc ce qui marque le début de cette deuxième phase de la lunaison, donc cette montée vers la pleine lune, c'est Vénus, Pluton, Mars au descendant, et puis cet axe des nœuds axial, donc dans l'axe méridien, pour chez nous en France métropolitaine. Ça donne de l'importance à ce qui se passe en France, il n'y a pas de problème, et aussi surtout ce méridien. Dans les aspects, ben, on va avoir une belle figure formée, une figure harmonique formée par Lune, Neptune et la triple conjonction Vénus-Pluton-Mars. Donc ça, c'est cool. Ça aide les choses à bien passer, hein. Et les pilules qui passent toutes seules. En revanche, Mercure en Verseau fait des tensions avec la Lune et avec Uranus. Bon ben, toujours, hein, il y a des nouvelles qui déplaisent, qui dérangent et qui dérangent l'ordre établi et l'institution médiatique, hein, qui est quand même, on voit aussi là, l'institution médiatique est un petit peu peut-être en souffrance, mais enfin, est obligé de se dépouiller peut-être un peu, hein, et de lâcher des morceaux. Saturne en poisson, je pense que nous avons actuellement parlé du signe des poissons, et on va avoir donc, bah, dans cette période du signe des poissons, le Soleil va être conjoint à Saturne, puis à Neptune, donc on va bien les sentir passer aussi, les poissons, et donc réinitialiser un cycle saturnien et un cycle neptunien en poisson, où donc là, on lâche, avec Saturne, on lâche les derniers lambeaux, quoi. Il y a tout ce qui doit être dissous, se dissout, et avec Neptune, on reçoit des messages de l'au-delà, de diverses manières. Je pense aussi, tiens d'ailleurs, je ne sais pas si on a entendu parler Didier, puis vous qui nous suivez, le symposium Exovision qui doit se tenir au Zénith de Limoges le 16, 17, 18 mars, 16, 17, 18 mars, euh, auquel initialement avait été convié Idriss Aberkane, que j'aime beaucoup, et Franck Hatem, avec Mathieu Kvaterowski de Civilisation 5D, que j'aime beaucoup aussi, qu'on ne voit plus sur le net, enfin eux deux là en ce moment, mais ils doivent ça a dû créer une certaine gêne. On voit parfois aussi un problème de gêne. D'ailleurs, on le voit dans le demi-carré Jupiter-Neptune. Donc, c'est pas vraiment en ce moment, mais celui-là, il est tenace. Il dure longtemps, je veux dire, ce demi-carré Jupiter-Neptune. Donc, ce symposium Exovision, qui est lancé par l'Alliance Galactique. Voilà, c'est tous ceux qui ont des expériences, justement, avec des objets. Euh, non identifiés, ou du moins qu'on commence à identifier de plus en plus quand même. Et donc, il y a tout un symposium là-dessus, avec des gens qui parlent de l'au-delà, etc., comme Anne Givaudan, que j'aime beaucoup aussi d'ailleurs, et d'autres je connais moins bien. Bon, ça paraît complètement échevelé, farfelu. On avait ces deux, donc Idriss Aberkane, Franck Hatem, qui pour moi apportaient une certaine rationalité et un certain ancrage terrestre, qui n'ont pas voulu y participer parce que dès que ça a été annoncé, il y a eu des articles à sensation stupide dans les journaux, donc ils ont préféré se retirer pour pas être trop salis, quoi, en fait. Bon, je résume, hein. Vous pourrez taper Symposium Exovision, vous verrez. Donc ça me fait penser à ça aussi. Parce que c'est ça aussi, hein, la rencontre de ceux qu'on ne connaît pas. Vénus, Mars, Pluton. Là, on a les créatures. Vénus et Mars, hein, c'est les femmes, les hommes. Mars, c'est nos semblables. Vénus, c'est
ceux qui nous plaisent ou qui nous représentent, et puis Pluton, c'est l'inconnu. Donc on va vraiment vers l'inconnu là, hein. Alors avec ce premier quartier, alors en héliocentrique, on a Jupiter-Uranus qui sont presque conjointes là, ça se produit en Mars aussi, je crois. Peut-être pas aller assez loin dans ma lecture tout à l'heure. Donc on a un bon Mars en Capricorne qui nous envoie un trigone sur Jupiter-Uranus, ainsi qu'un bon petit Mercure qui est pareil, qui envoie un trigone sur Jupiter et Uranus. Et c'est en fait Mercure et Pluton, les deux font trigone et sextile, trigone Jupiter-Uranus et sextile à Neptune. La figure n'est pas fermée toutefois. Bon, Pluton, chez moi, il n'est pas encore en hélio, hein. Ça dépend justement du système de coordonnées. Il n'est pas encore en Verseau en hélio, c'est le 2 avril en coordonnées apparentes de la date. Et là, c'est les moyennes J2000, donc, ou moyenne de la date, peut-être, et de toute façon, ça ne fait pas pareil. C'est pour ça que j'insiste sur le fait qu'on parle vraiment de euh, justement, de cette transition Capricorne-Verseau, qu'on peut voir aussi s'illustrer, c'est très intéressant, puisque cette semaine, je l'ai dit dans le bulletin astronomique, nous avons le Soleil qui passe à 22 heures d'ascension droite, donc je me tourne là vers le thème du référentiel objet, c'est-à-dire la sphère géo-équatoriale. Donc, dans le plan de l'équateur, le zéro ici, c'est l'équateur sur l'échelle. Et puis, donc, on regarde les heures d'ascension droite dans le plan de l'équateur. Le 0 heure correspond au 0 bélier, 6 heures 0 cancer, 12 heures 0 balance, 18 heures 0 capricorne. Mais entre les deux, les tranches de 2 heures, comme il y a l'inclinaison de l'équateur sur l'écliptique, le passage du soleil d'une tranche à l'autre ne se fait pas au même moment. Et donc, quand on est en hiver et en été également, il passe d'abord la tranche d'ascension droite avant de changer de signe. Tandis que quand on est au printemps et en automne, c'est le contraire. Il change de signe d'abord, il passe la tranche d'ascension droite après. Donc le 19, le soleil passe à 22 heures d'ascension droite, donc il est déjà dans le 17. Le 17, il passe à 22 heures d'ascension droite, il est déjà dans la tranche poisson. Et le 19, il entre dans le signe des poissons. Là, on est sur le 16 encore, donc ça ne se voit pas ici. Mais c'est intéressant pour les personnes qui sont nées justement entre le 17 et le 19 février, par exemple, qui ont donc un modèle spatial euh, de type poisson, tout en agissant dans un cadre encore verso, de manière avec les modalités verso. Voilà, le modèle est Capricorne. Non, le modèle est Verseau. On est sur Verseau Poisson, excusez-moi. Ça fait pareil pour Capricorne Verseau. On était parti sur Capricorne Verseau. Après, comme maintenant, nous en sommes au moment où le Soleil entre dans le signe des Poissons et que ça se passe cette semaine. Donc, je vous parle aussi du passage Verseau-Poisson. C'est exactement pareil. Donc, les gens qui sont nés entre le 17 et le 19 février, par exemple, ont donc un cadre, un modèle Verseau et une modalité d'action Poisson, donc à creuser. Mais ça se remarque aussi avec la Lune, par exemple. Pour Napoléon Bonaparte, par exemple, Napoléon Bonaparte, donc le jeune Bonaparte, euh, est typé Lune Verseau et l'empereur Napoléon est typé Lune Capricorne. Donc c'est le cas. Il a la Lune, voilà, dans la tranche Verseau en géo-équatorial, référentiel objet, et dans la sphère géoécliptique, la classique en astrologie, il a la Lune en Capricorne, ce qui a fait le faiseur du code et de tous les codes administratifs sous lesquels on a été jusqu'à présent, donc 200 ans. Voilà, alors je passe un peu parce que l'heure est tournée aussi. Et nous allons voir donc ce thème de l'entrée du soleil en poisson au passage, donc il va l'ingresse soleil poisson
le 19 février à 4h12 TU, donc 5h12, eh ben, en bon poisson, tout est en dessous de la ligne de flottaison. C'est magnifique. Il y a rien au-dessus de l'horizon, tout est en dessous, dans le thème de l'entrée du soleil en poisson. La cendre est en Capricorne, la lune donc entre juste dans le signe du Cancer, tout juste. Donc la lune est à 0 degré du signe du Cancer. Yes, c'est ma lune, elle est à 0 ce Cancer. Nous avons oui, notre petit groupe Pluton, Vénus, Mars, donc ils sont déjà, Vénus a doublé Pluton entre-temps, qui sont en maison 1, un déclencheur tensionnel. Là, ils font un gros carré à Jupiter au fond du ciel en Taureau. Ils sont en maison 1, il y a du fracas là. Ah, ça va. Il y a des êtres qui sortent de nulle part et qui dérangent, ah bah, qui nous dérangent, hein, d'un point de vue énergétique et organisation énergétique, il y a du dérangement. Alors, parce que le taureau, c'est l'énergie, l'organisation l'organisation sociale, c'est Jupiter. On est en 4, donc ça, c'est la représentation de l'intégration, le cadre défini dans lequel on s'inscrit, voilà, à ce moment-là. Aïe, alors Jupiter reçoit un sextile de Saturne, quand même, d'un point de vue existence concrète, c'est sobre, on ne peut plus sobre avec un Saturne poisson en deux, mais on mange, on mange carême là, hein. Saturne poisson en deux, c'est le mois du carême, les amis. Et puis, donc, quand même, avec Jupiter, il y a un équilibre, mais là, il y a euh, le carré. Ah, Pluton ne fait pas le carré quand même. Tout comme pour moi, il est encore en Capricorne. Non, en Géo, il est déjà en Verseau, excusez-moi. Mais Vénus et Mars, en fait, font le carré à Jupiter. Donc, il y a de l'affrontement, enfin, du moins, il y a euh, des belles personnes qui viennent aussi, parce qu'il y a Vénus avec, hein, il y a Mars-Jupiter en tension, c'est un bras de fer. C'est aussi David contre Goliath, surtout que Jupiter est avec Uranus, très grand Goliath, hein, très très grand. Cet Uranus qui fait aussi un carré sec à Mercure. Donc c'est aussi la zizanie au niveau des médias, quoi. La voix de son maître est de plus en plus mise à mal, hein, la voix de son maître, hein. La voix unique qui vous dit ce qu'il faut penser, qui vous invente les histoires, elle est de plus en plus trouée par d'autres façons de penser. Un Mercure verso. Alors un Mercure, allons voir l'héliocentrique, un Mercure qui est verso en héliocentrique. Tout le monde s'aligne, puisque, regardez, le 28, ben Mercure va arriver devant Saturne, elles seront conjointes, et on aura Terre, Soleil, Mercure, Saturne. Voilà, la Terre aura avancé un petit peu, et ça coupera juste le Soleil en deux là. Donc, on va vraiment vers la découverte de choses nouvelles. On devrait être décoiffé ce mois-ci, mais quelque chose de bien. Enfin, décoiffé, du moins interloqué. Ça fera-t-il du vent? Ça, on verra. Et donc, ce soleil qui rentre en poisson et qui fait un trigone à la lune. Bon, ça, c'est de bonne augure. Et même pas un. que- donc, une belle harmonie entre nos deux luminaires. Donc, voilà, il y a une certaine stabilité maintenue et une bonne synergie, mais dans un environnement qui est complètement déroutant, dirons-nous. Voilà, pour ce. Mais alors, il y a du dynamisme, mais il y a aussi des chutes, hein, des chutes d'illusions. Avec cet Uranus en 4, ça va peut-être être, bah oui, le constat de l'échec de la victoire de l'Ukraine. Si on peut parler comme ça, mais c'est. Enfin, je ris méchamment, bêtement, mais je ris par rapport aux menteurs. Je ris pas du tout par rapport aux milliers ou millions de morts inutiles que cette guerre a provoqué, ce sacrifice du peuple ukrainien au nom de. Et encore, au nom de.
de la Gestapo mondiale. Et donc, j'espère que vous avez vu l'interview de Tucker Carlson, de Poutine par Tucker Carlson, parce que justement, ça remet de la justice, quoi, hein. C'est aussi ça, Pluton, c'est le justicier, hein, il met de la vérité. Donc, quand la vérité est là, évidemment, ça peut déranger les notables, ah, ça c'est sûr. Bon, on dirait qu'ils ont leurs arrières. On sait aussi, tiens, Saturne Poisson, on peut y voir aussi creuser leurs abris anti-atomiques et anti-ci, anti-ça. Alors, je vais jusqu'à la pleine lune. Donc, cette pleine lune, donc, pas le moment important, donc, pleine lune des neiges, peut-être va-t-il reneiger. L'hiver n'est pas fini. Il y a un redout, comme toujours d'ailleurs. On s'étonne, mais il y a toujours un redout en février. Le mois du Verseau, c'est le mois de l'induction positive. On y voit même parfois des orages. Bon, ceci dit, surtout depuis qu'il y a des manipulations climatiques. Mais néanmoins, l'hiver n'est pas forcément terminé, bien sûr. Et donc, la pleine lune des neiges, des fois, normalement, l'hiver, c'est au moment de la pleine lune qui fait le plus froid. On verra. On a un peu de tout. Alors, ceux qu'on voit, ah oui, peut-être que Mercure, Saturne, Soleil, ça va faire aussi du vent, ça. Ça peut aussi du vent qui décoiffe. Bon, c'est Poisson Vierge. Donc, on a notre pleine lune, justement. La lune est en 3, pratiquement au fond du ciel en Vierge, tandis que le Soleil est donc en 9, à l'opposé, en Poisson, avec Mercure d'un côté, Saturne de l'autre, hein. On approche donc de cette triple conjonction ou quadruple alignement du 28 février, conjonction Soleil, Mercure, Saturne, ou alignement Terre, Soleil, Mercure, Saturne. Et alors, qu'est-ce qu'on voit, hein on voit Vénus et Mars qui sont bien serrés là, toutes conjointes. C'était donc c'est le 22, je crois, qu'elles sont conjointes. Donc en Verseau, en 8 ailles, très tensionnel, pivot tensionnel. Donc en 8, ce qui est Providence. Ben, et puis alors, on avait un aspect harmonique dans le thème précédent, et là, on avait une figure harmonique. Et là, on a une figure tensionnelle formée de deux demi-carrés. Donc, c'est Neptune, demi-carré Uranus, demi-carré Vénus-Mars, et carré, donc Vénus-Mars, carré Uranus. Donc là, on a tout le petit E, l'existence intensive qui est impliquée, ça déchire. Et puis avec Uranus, donc la transcendance. On a toujours, c'est très ET, hein, E.T. On va être dans le mois E.T. Qu'arrive-t-il? Quelles sont ces créatures qui viennent, qui viennent d'ailleurs? Parce que la 8, voilà, c'est ce qui nous parvient d'ailleurs et qui nous va être notre providence, ou du moins les trucs du sort voilà, ce que le sort nous apporte. Alors, ben, quelque chose de fort déroutant. Alors, en revanche, on voit que Uranus est un pôle très, très dynamique de ce thème, puisque il fait donc le demi-carré à Neptune, le carré à Vénus-Mars, mais il est aussi détente de l'opposition, donc de la pleine lune, en fait, de cette pleine lune, petit t, puisque Mercure et Saturne, c'est la transcendance extensive, les relais de la transcendance extensive, le petit t, dont le centre est Pluton. Je vais peut-être vous montrer un petit peu justement le RET. Donc, il y a de la, il y a de la tenue, puis c'est des pas de géant quand même. D'un point de vue humain, d'un point de vue exploration du cosmos, et puis peut-être découverte de choses incroyables, ou d'êtres incroyables, c'est possible. Notez que Pluton, là, ne fait aucun aspect. Et qu'est-ce que je disais? C'est pas Uranus qui fait la détente. Ah, vilaine. C'est Jupiter qui fait la détente de l'opposition au petit t, et qui est le pôle dynamique. Non, non, Uranus non plus ne fait pas d'aspect. C'est Jupiter-Neptune, comme je l'ai souligné d'ailleurs tout à l'heure, ce demi-carré-là, il tient longtemps, hein. Il est même pas encore, il est encore appliquant d'ailleurs. Donc il va tenir au moins 6 mois depuis le début de l'année.
Et puis Vénus, Mars à Neptune, par contre, là, donc, on est vraiment touché dans notre existence. Voilà. Eh bien, j'aurais peut-être pas le temps d'en dire beaucoup plus cette fois-ci. Regardons l'héliocentrique, bien sûr, de cette pleine lune, qui, je rappelle, se lève au moment du coucher du soleil. Donc, bah, s'il fait pas mauvais temps, le 24 au soir, sortez sur un endroit dégagé, admirez le coucher du soleil et pile à l'opposé, le lever de la lune. C'est vraiment un spectacle simple, offert à tous, dont il ne faut pas se priver. Ça crée une belle connexion, hein. Justement, ça crée une belle connexion tertielle, hein. Quand on est là et on contemple ces phénomènes tout simples, bah, c'est chouette, hein. Et donc, en plus, bah non, la Lune, elle sera toute seule à côté de l'étoile Régulus, qui donc ici, au premier degré, du signe de la Vierge. Et donc, en Hélio, quoi de plus? C'est Mercure qui est un perturbateur, Mercure Verseau, qui apporte des nouvelles qui dérangent par justement les tenants du pouvoir énergétique, parce que là, on a la main mise sur l'énergie, Jupiter-Uranus, la main mise sur aussi les États centraux des États-Unis, parce que les États-Unis, on peut décliner trois signes zodiacaux, le bélier pour la côte, le bélier pour la côte ouest, le taureau pour le centre et les gémeaux pour la côte ouest, donc celle qui nous regarde, la côte atlantique. Gémeaux, cancer, voyez-nous, la Grande-Bretagne, c'est cancer, vous voyez tout de suite le lien solsticial. Et sens des ensembles, voilà, voire total, voire totalitaire, la tendance. Ça peut y incliner. Donc là, on est sur, donc ça nous parlerait plutôt des États centraux, qui sont plutôt Trump d'ailleurs. Et puis, bon, bah, il y a aussi, c'est tout le discrédit qui peut être porté sur lui. Notez bien que le signe du Verseau, on invente ce qu'on veut. Avec Mercure, on invente ce qu'on veut. Donc là, les histoires vont bon train pour discréditer aussi les acteurs de fond, hein, parce que Vénus, Mars en Capricorne et encore Pluton, là, on a des gens qui travaillent à fond dans le réel euh, pour, euh, pour faire valoir une autre organisation des richesses, une autre énergie. Parce que si on continue dans l'optique folle euh, de l'écolo mondain est le plus grand dévoreur d'énergie, le plus grand mineur de planètes qu'on ait jamais pu imaginer. Ça dépasse de, de puissance, je ne sais pas combien, ce qu'a pu être l'air, du charbon, le pétrole et gaz, des énergies fossiles. Parce que maintenant, on va tout miner, le cuivre, le cobalt, le zinc, le titane, tout ce que vous voulez, pour alimenter les moteurs électriques. On ne se rend pas compte, c'est même pas réalisable, en fait. Donc, c'est voué à l'échec. C'est bien ce que disent Mercure, Saturne, hein. Vous avez une pleine lune qui va mettre peut-être l'accent sur l'échec de l'illusion, euh, l'illusion, de certaines illusions écolo, parce qu'on les retrouve là avec le taureau aussi, hein. Là, il y a un forçage de tête, hein, on se force dans une direction soi-disant écolo. On va retrouver aussi le soulèvement des agriculteurs, de la terre aussi. Il y a tellement de choses à voir dans une même configuration, bien sûr. Alors, je finis en vous montrant un petit peu le RET, puisqu'on a parlé du petit E avec Vénus, Mars et Neptune. On a parlé du petit T avec Mercure, Saturne et Pluton. Et on parle du petit R avec Jupiter, Uranus et le Soleil, bien sûr. Alors, je vous le mets un petit peu sous les yeux. Donc, Mercure, relais de la représentation à la transcendance, de l'unique au multiple, du simple au complexe, du visible à l'invisible. Il parle, il multiplie, il distribue, il trans... et il peut inverser le sens, il renverse. D'un point de vue physique, c'est faire une pirouette. C'est marcher, il fait le clown, il marche sur la tête. Ça, tout ça, c'est Mercure. Et il a la tchatche et il vous vend beaucoup de choses. Mais il invente. Alors, surtout quand il est en verso, alors là, il invente ce qu'il veut, hein. Et il invente des nouveaux mondes. C'est le rêve.
Et puis nous avons Saturne qui va de l'existence concrète à la transcendance, donc du duo-duel existentiel à la multiplicité de l'inconnu, de la transcendance qui est toujours la, la multiplicité de tout ce qui n'est pas encore, hein, donc de l'avenir. Il y a plein de possibles pour l'avenir. On va choisir des lignes, on va se mettre sur des lignes de temps, on va se, on comprend mieux l'histoire des lignes de temps dont on entend parler maintenant par certains comme Philippe Guimand, par exemple, ou par certains médiums qui parlent beaucoup de ça aussi. Mais Philippe Guimand, c'est un physicien, on ne peut plus physicien. Je trouve très complexe, en fait. Moi, les gens adorent, mais avec le RET, ça trouve, dès qu'on mélange plus les référentiels, on peut dire que le temps et l'espace, l'espace et le temps existent, et c'est pas la peine de ce qu'on ils existent dans l'espace-temps. Mais en structure, mais il y a aussi la structure énergie où effectivement l'espace et le temps n'existent pas. Espace-temps, c'est l'hémisphère occidental, structure énergie, c'est l'hémisphère oriental. Et donc, on, on fixe ces lignes de temps avec Uranus et puis on marche dedans avec Neptune, au radar un peu. Donc ça, c'est la transcendance extensive, hein. Ce qui part d'un centre et distribue, c'est extensif. Ce qui converge vers un même centre, comme Mercure et Saturne vers la transcendance, vers la fonction Pluton, donc c'est intensif. On a donc parlé aussi du petit e, donc l'existence intensive avec Vénus, qui va de la représentation à l'existence, donc qui incarne une image, un modèle, et puis Neptune, qui va de la transcendance à l'existence, donc qui amène dans l'existence quelque chose d'inconnu encore. E.T., hein. C'est trop bien comme le français, mais le génie de Jean-Pierre Nicolas a trouvé les bons mots, mais c'était avant même qu'on parle de E.T. qu'il a trouvé ça. Donc, c'était dans les années 60. Hein. E.T., c'est sorti dans les années 80. L'existence de la transcendance, Neptune, et puis le pouvoir existentiel de l'existence, Mars, le duo duel. Donc, ben, dans dans une société qui marche à l'envers, on ne comprend que le duel, mais l'être humain. euh, bien calibré, et il peut comprendre le duo, et donc il sait aller dialoguer, euh, savoir perdre des plumes des fois, et puis en gagner d'autres, en perdre avec Saturne, en gagner avec Jupiter. Voilà, et de quoi il nous reste à parler? Le petit R, c'est Jupiter, Uranus, convergent vers le Soleil. Le petit T, c'est Mercure et Saturne convergent vers Pluton. Le petit E, donc l'existence intensive, c'est Vénus et Neptune convergent vers Mars, donc avec Mars. Allez, j'arrête là. J'espère que vous vous êtes bien régalé. Ben, c'est le but. Mettez-moi tous vos commentaires, ça me fera grand plaisir. Et je crois que j'ai déjà fait mon petit laïus au début. Alors, je le refais pas. À la fin, j'ai fait mon petit laïus au début, Didier. Abonnez-vous, laissez-moi des commentaires. Tout ça, je l'ai dit. Ah bon, on t'entend mal. L'ours est dans sa grotte. Bon, eh ben, les amis, préparez-vous à l'incroyable, hein, des rencontres inattendues ou à soulever des points de vérité dans vos relations aussi, hein. Mars, Vénus avec Pluton, on va toucher, on touche le noyau dur dans, dans plusieurs configurations, là, avec aussi tout ce qui se trouve en Capricorne, les Mars et Mercure en Hélio. On touche le noyau dur et donc il y a des choses qui sont en train d'évoluer très très vite. Il faut savoir lâcher du lest, lâcher les plumes et se tourner vers l'avenir vraiment résolument. Même si ça, et on peut avoir vachement mal aux tripes, hein, bon, ça peut prendre. Bon, mais justement, faut pas se laisser. C'est comme un bateau qui chavire. Ben, faut pas se laisser chavirer. Pas parce qu'on a le mal de mer un petit peu que c'est normal. C'est déjà merveilleux. On est en vie. On va vers quelque chose d'incroyable. Donc, je vous souhaite une très très bonne semaine et j'espère bien vous retrouver la semaine prochaine. Portez-vous bien. Jusque-là, le prochain enregistrement sera donc vendredi 23 février
à 18 h pour les commentaires astrologiques. Et puis, venez aussi au bulletin astronomique, parce que pour bien comprendre l'astrologie, il faut d'abord avoir des bonnes notions d'astronomie et puis savoir euh, apprécier ce qu'on a dans le ciel. Merci beaucoup à vous tous. Merci Didier. Ciao, ciao. À la semaine prochaine.